gémit Nia dit. Une jeune fille de 16 ans, unijambiste, laissée seule dans une maison pendant 5 jours. Pas de nourriture, pas d'eau, à peine vivante quand ils l'ont trouvée. Ses parents adoptifs étaient dans une station balnéaire. Ce n'est que le début de ce qui s'est passé. Mais pour comprendre comment elle a été abandonnée, revenons à la genèse de l'histoire. Marcos et Joy étaient mariés depuis 10 ans et n'avaient pas d'enfants. La douleur venait de partout. Au supermarché, les femmes murmuraient des histoires de malédiction. Lors des réunions de famille, les proches suggéraient des secondes épouses. À l'église, des inconnus touchaient le ventre de Joy sans invitation, proposant des prières contre de l'argent. Une voisine a répandu des rumeurs disant que Joy était une sorcière qui dévorait ses bébés dans le monde spirituel. Marcos regardait sa femme se briser un peu plus chaque jour. Après mûre réflexion, ils ont décidé d'adopter. Ils ont rencontré Nia à l'agence, une enfant de 11 ans qui avait perdu sa jambe dans un accident de voiture étant plus jeune. Elle utilisait des béquilles et un fauteuil roulant. La plupart des familles passaient devant elle sans s'arrêter, trop vieille, trop handicapée. Mais quand Nia a souri, quelque chose a basculé. Joy s'est agenouillée, prenant les mains de la jeune fille. « Nous prendrons toujours soin de toi. » Ils ont tenu leur promesse pendant un certain temps. Marcos a inscrit Nia dans la meilleure école privée et a engagé une aide, Tante Blessing, pour l'aider dans ses besoins. Chaque soir, Marcos lisait des histoires avant de dormir tandis que Joy s'asseyait à leur côté, priant pour elle et l'abordant. Ses anniversaires étaient des fêtes, avec des gâteaux de princesse, des tiares, des chevalets professionnels pour ses œuvres d'art. La maison s'est remplie de ses peintures et de ses rires. Pendant 3 ans, ils ont été la famille que tout le monde enviait. La mère de Marcos appelait Nia sa petite fille. Puis, après 10 ans de mariage, Joy a découvert qu'elle était enceinte. La célébration a bloqué les rues du quartier. Des inconnus qui traitaient Joy de paria prétendaient maintenant avoir prié pour elle depuis le début. À l'église, son témoignage a soulevé la foule. Quand le bébé Ethan est né, l'argent coulait à flot. Les parents s'extasiaient sur sa ressemblance avec Marcos, leur véritable héritier enfin arrivé. Nia, alors âgée de 14 ans, regardait la scène assise dans son fauteuil roulant dans un coin. Les changements ont commencé par de petits détails. Les histoires du soir ont cessé. Joy était trop fatiguée. Les prières du matin pour Nia ont disparu. Les séances de peinture avec Marcos ont pris fin. Quand Nia essayait d'aider avec Ethan, la panique se lisait sur leur visage. Son fauteuil roulant risquait de le heurter. Elle a ramené un A pour son projet artistique. Joy y a jeté un coup d'œil d'une demi-seconde. 2 jours plus tard, Nia l'a retrouvée à la poubelle. À l'école, ses notes ont chuté. Ses peintures sont devenues sombres. Lorsque son professeur a appelé pour exprimer son inquiétude, Joy a balayé l'affaire, y voyant une simple adaptation à l'arrivée du nouveau bébé. Ils n'ont jamais demandé à Nia ce qu'elle ressentait. Un matin, alors qu'Ethan pleurait pour son biberon, Joy était sous la douche. Tante Blessing était partie faire des courses. Nia a voulu aider. Elle a roulé jusqu'à la cuisine, est passée sur ses béquilles et a attrapé le lait. Le biberon a glissé. Elle l'a rattrapé, mais n'a pas remarqué que le bouchon n'était pas scellé. Le lait avait tourné. Ethan l'a recraché en hurlant. Joy est apparue, a senti le biberon, et son visage s'est tordu de rage. La gifle est partie sans prévenir. Joy a saisi de l'eau et l'a versée sur la tête de Nia. Une autre gifle, puis une autre. « Maman, s'il te plaît, je ne l'ai pas fait exprès », pleurait Nia. « Ne m'appelle pas comme ça. » Joy l'a poussée violemment. Nia a frappé le sol, incapable d'atteindre son fauteuil. « Tu n'es pas ma fille. Tu n'es qu'un fardeau que nous avons été assez stupides d'accueillir. » Marcos est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a tout vu. Nia au sol, les joues gonflées, l'eau stagnant autour d'elle. Il a détourné le regard et a dit à Nia d'être plus prudente. Après ce jour-là, la maltraitance est devenue une routine. Joy criait constamment. Marcos l'ignorait complètement. La mère de Joy est venue en visite et a regardé Joy s'occuper d'Ethan pendant que Nia restait seule. « Tu as prié pour un enfant pendant 10 ans, mais tu oublies la bénédiction que Dieu t'a donnée il y a 3 ans. Tu construis une maison sur le favoritisme, et ces maisons finissent toujours par s'effondrer. » Le visage de Joy s'est durci.
Elle a demandé à sa mère de partir. L'avertissement a été ignoré. 1 an et demi plus tard, Joy a eu des jumeaux, Caleb et Joshua. Nia avait maintenant 16 ans. La célébration fut encore plus grande. Marcos l'a retirée de son école privée pour l'inscrire dans une école publique sous-financée. Pendant ce temps, Ethan et les jumeaux fréquentaient les meilleurs établissements. Le 16e anniversaire de Nia est passé avec un simple cupcake d'épicerie. Le premier anniversaire des jumeaux a fait l'objet d'une fête foraine avec des poneys et un orchestre. Nia n'était pas invitée. Quand tante Blessing a dû rendre visite à sa sœur malade pendant quelques jours, elle a rempli la chambre de Nia d'eau et de collations, supposant que les parents seraient à la maison. Le lendemain, le frère de Marcos a annoncé son mariage, une célébration de 5 jours dans une station balnéaire sur la côte. Marcos a hésité à laisser Nia, mais Joy a balayé ses inquiétudes. Elle avait 16 ans. Elle avait de la nourriture et de l'eau. Elle s'en sortirait. Ils ont chargé la voiture avec Ethan et les jumeaux et sont partis. Nia regardait par sa fenêtre. Au 2e jour, l'eau dans sa chambre était épuisée. La cuisine était en bas, ce qui était impossible avec une seule jambe et des béquilles. La soif l'a forcée à essayer malgré tout. À mi-chemin des escaliers, elle a fait une lourde chute, ses béquilles ont volé au loin. Elle a rampé jusqu'à la cuisine, les mains en sang, s'agrippant au carrelage. Il lui a fallu 1 heure pour remplir une seule bouteille. Elle est remontée en rampant, en sanglotant. Au 4e jour, même cette eau était finie. Elle ne pouvait plus recommencer. Au 5e jour, elle était assise dans son fauteuil, à peine consciente, souillée, les lèvres gercées et en sang. Dans son délire, elle pensait aux histoires du soir. Au gâteau de princesse, à Marcos disant qu'elle serait toujours en sécurité. Quand est-ce que cela avait changé? Que avait-elle fait de mal? Pourquoi avait-il cessé de l'aimer? Le mercredi après-midi, tante Blessing est revenue plus tôt que prévu. Elle appelait Marcos et Joy depuis 2 jours sans relâche, tombant toujours sur la messagerie. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a utilisé sa clé. L'odeur l'a frappée en premier. Elle a trouvé Nia affalée dans son fauteuil roulant dans le couloir de l'étage, respirant à peine, et elle a hurlé. L'ambulance est arrivée à l'hôpital. Les médecins se sont battus pour la sauver. Déshydratation sévère, infection, malnutrition. Tante Blessing a appelé Marcos et Joy. Cette fois, ils ont décroché, avec des bruits de vagues joyeuses en arrière-plan. Votre fille est en train de mourir. Elle est à l'hôpital, seule depuis 5 jours. Quel hôpital? A demandé Joy d'un ton plat. Ils ne sont pas rentrés plus tôt. Quand l'état de Nia s'est stabilisé 3 jours plus tard, tante Blessing a tenté de les rappeler concernant les factures d'hôpital qui s'accumulaient, mais ils ne répondaient toujours pas. L'hôpital exigeait un paiement et tante Blessing n'avait pas l'argent. Elle a appelé l'agence d'adoption pour obtenir de l'aide. Et quand elle a expliqué ce qui était arrivé à Nia, l'agence a immédiatement contacté les travailleurs sociaux et la police. Les travailleurs sociaux sont venus. La police a enquêté. Des caméras ont tout documenté. Le sang séché sur les escaliers. Les bouteilles d'eau vides. L'état dans lequel Nia avait été retrouvée. Quand Marcos et Joy sont enfin rentrés de vacances, la police les attendait devant leur porte. Retrait immédiat de la garde. Poursuites pénales engagées. Le procès fut rapide. Déchéance des droits parentaux. Lourde amende. Liberté surveillée. Interdiction définitive d'adopter ou d'adopter à nouveau. Nia fut placée chez David et Sarah Mitchell, un couple qui était famille d'accueil depuis 15 ans. Ils restèrent assis au chevet de son lit d'hôpital, sans dire grand-chose, simplement présents. Lorsqu'elle put sortir, ils l'emmenèrent chez eux. Elle parlait à peine. Elle faisait des cauchemars chaque nuit et tressaillait dès qu'il s'approchait, mais lentement, la confiance s'installa. La physiothérapie commença. David et Sarah travaillèrent avec des spécialistes pour que Nia puisse être équipée d'une jambe artificielle. Cela prit du temps, les essayages, les ajustements, réapprendre à marcher, mais ils n'abandonnèrent jamais. Le jour où Nia fit ses premiers pas de manière indépendante avec sa prothèse, Sarah et David pleurèrent de joie. Pendant ce temps, de retour à la maison, Marcos et Joy vivaient avec leurs 3 enfants biologiques, Ethan et les jumeaux. Nia n'était plus là. La vie continuait. Mais quelque chose avait changé dans cette demeure.
2 ans après le départ de Nia, Ethan avait 4 ans. Un mardi matin, Joy alla le réveiller pour l'école. Il ne se réveilla pas. Ses cris brisèrent le silence. À l'hôpital, les médecins ne trouvaient rien. Un enfant de 4 ans en bonne santé s'était simplement arrêté de respirer dans son sommeil. Aucune explication. La mère de Joy vint aux funérailles et lui rappela discrètement l'avertissement qu'elle avait ignoré. Après l'enterrement d'Ethan, Joy se replia sur elle-même. Elle parlait de moins en moins. Le chagrin la consumait, mais il lui restait les jumeaux. La vie suivait son cours. La maison semblait différente après la mort d'Ethan. Joy commença à entendre des choses, des pleurs venant de l'étage, le bruit d'un fauteuil roulant se déplaçant dans le couloir. Elle vérifiait, mais il n'y avait rien. La nuit, elle faisait de terribles cauchemars. Une vieille femme apparaissait dans ses rêves, le visage froid et sévère. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu as fait. La douleur que tu as infligée à cet enfant te reviendra. » Joy se réveillait en hurlant. Marcos tentait de la réconforter, mais les cauchemars persistaient. 3 ans après la mort d'Ethan, les jumeaux fêtaient leurs 6 ans. Malgré la dégradation de l'état mental de Joy, Marcos insista pour organiser une fête extravagante. Château gonflable, magicien, fontaine de chocolat. Tout le voisinage vint. Ce soir-là, Marcos alla voir les garçons avant de dormir. Ils étaient emmêlés l'un contre l'autre, respirant doucement. Il embrassa leur front. Le lendemain matin, Joy alla les réveiller. Ils ne se réveillèrent pas. Les secouristes travaillèrent pendant 47 minutes. À l'hôpital, le même médecin qui avait vu Ethan les prit à part. Aucune explication médicale. Les 2 garçons étaient parfaitement sains. Aucune explication. Tout comme pour Ethan. 3 enfants biologiques. 3 morts inexpliquées. Les murmures commencèrent immédiatement. Les gens gardaient leur distance. Quelqu'un avait fait le calcul. Une fille adoptive handicapée presque tuée, 3 enfants biologiques morts mystérieusement. Après le décès des jumeaux, l'esprit de Joy se brisa complètement. Elle arrêta de manger, de se laver. Elle restait assise dans la chambre vide des jumeaux, se balançant d'avant en arrière, parlant à des gens qui n'étaient pas là. Les cauchemars s'intensifièrent. La vieille femme apparaissait désormais chaque nuit, l'observant en silence avec des yeux qui savaient. Une nuit, Marcos trouva Joy en haut des escaliers, ces mêmes escaliers d'où Nia était tombée. Elle regardait vers le bas, murmurant des excuses. Les médecins dirent qu'ils ne pouvaient plus rien faire. L'esprit de Joy était parti. En l'espace de 6 mois, son corps suivit. Elle mourut dans son sommeil, murmurant encore des excuses à des fantômes qu'elle seule pouvait voir. Marcos enterra sa femme à côté de leurs 3 fils. Après la mort de Joy, tout s'effondra. L'entreprise de Marcos fit faillite. Les clients partirent, les partenaires se retirèrent, la banqueroute suivit. Il perdit la maison, il perdit tout. Un ancien collègue l'aida à trouver un emploi dans un entrepôt. Un travail manuel, des gardes de nuit, à peine de quoi payer un petit appartement. Les années passèrent. Marcos vieillit rapidement, les cheveux gris, le dos voûté, les mains tremblantes. Il travaillait, rentrait dans un appartement vide et existait dans l'ombre de sa culpabilité. 17 ans après ce jour terrible où ils avaient laissé Nia seule, la poitrine de Marcos se serra pendant une garde de nuit à l'entrepôt. Une douleur lui traversa le bras. Tout devint noir. Marcos se réveilla dans une chambre d'hôpital. Un médecin en blouse blanche se tenait à son chevet, vérifiant les moniteurs. Lorsqu'il se concentra sur son visage, son sang ne fit qu'un tour. Nia. Elle se tourna et il la vit clairement. « Bonjour, Marcos. Je suis le docteur Mitchell. » Elle se tenait debout, marchait. Il regarda plus bas, une jambe artificielle là où manquait son membre autrefois. Un couple plus âgé entra avec de la soupe. Ils embrassèrent sa joue, lui disant qu'ils étaient fiers de la guérison de son dernier patient. Après leur départ, Marcos comprit que c'étaient eux ses parents désormais, ses vrais parents. 17 ans s'étaient écoulés. Nia n'avait pas seulement survécu, elle s'était épanouie. David et Sarah lui avaient offert sa prothèse, l'avaient inscrite dans d'excellentes écoles et soutenue tout au long de ses études de médecine. Elle était devenue médecin, spécialiste en médecine d'urgence, sauvant des vies. Marcos éclata en sanglots. Il s'excusa.
Il lui parla de la mort de Joy, des 3 garçons décédés mystérieusement, de la perte de tous ses biens. Nia écouta en silence. Quand il eut fini, elle parla doucement. « Je te pardonne, Marcos. Et j'ai pardonné à Joy aussi, même avant qu'elle ne parte. Vous m'avez accueilli quand personne d'autre ne le voulait. Pendant 3 ans, vous m'avez donné une famille. Tu me lisais des histoires, vous fêtiez mes anniversaires, vous m'avez fait me sentir aimé. Je m'en souviendrai toujours. » Marcos sanglota de plus belle. « Mais ce que vous avez fait après, m'abandonner à la mort, cela m'a presque détruite. J'avais 16 ans, j'étais seule, terrifiée. Je pensais avoir fait quelque chose de mal pour que vous cessiez de m'aimer. » Elle marqua une pause, la voix douce mais ferme. « J'ai passé des années en thérapie pour apprendre que ce n'était pas ma faute. Que vos choix étaient les vôtres, pas les miens. Et j'ai dû vous pardonner à tous les 2. Pas parce que vous le méritiez, mais parce que je méritais la paix. Garder cette colère en moi était en train de me tuer, tout comme elle vous a tué. » Marcos leva les yeux vers elle à travers ses larmes. « Tu ne méritais pas ce que nous t'avons fait. Tu n'étais qu'une enfant. » « Je l'étais, acquiesça Nia. Mais je ne le suis plus. Je suis le docteur Nia Mitchell maintenant. J'ai des parents qui m'aiment, une carrière qui me comble et une vie dont je suis fière. Ce que toi et Joy avez fait était terrible, mais cela ne me définit plus. » Elle se dirigea vers la porte, d'un pas assuré sur sa prothèse. « J'ai prêté serment de sauver des vies. Toutes les vies, y compris la tienne. Tu recevras les soins nécessaires ici. Mais après ta sortie, s'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai avancé, et je dois rester là où je suis. »« Merci, » murmura Marcos, « de nous avoir pardonné. Nous ne le méritions pas. »« Non, » dit Nia doucement. « Vous ne le méritiez pas, mais je l'ai fait quand même, parce que c'est la personne que j'ai choisi d'être. » Elle sortit. Marcos resta là, seul, pleurant non seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce que Nia était devenue malgré lui. Marcos se rétablit et quitta l'hôpital. Une semaine plus tard, il retourna à son petit appartement et à son travail d'entrepôt. Il trouva un groupe de soutien pour les parents ayant failli envers leurs enfants et commença à faire du bénévolat dans un foyer, aidant les enfants handicapés. Il leur faisait la lecture, les aidait pour leurs devoirs, se montrant présent avec constance. Il ne chercha plus jamais à contacter Nia. Elle avait demandé la paix, et il lui avait déjà bien assez pris. 2 ans plus tard, Marcos mourut paisiblement dans son sommeil. Son obituaire mentionnait son travail bénévole, ainsi que sa femme et ses 3 fils décédés avant lui. Il ne mentionnait pas Nia. Elle n'était plus sa fille. À son enterrement, presque personne ne vint. Mais dans un hôpital à l'autre bout de la ville, le docteur Nia Mitchell sauva 3 vies ce jour-là. Elle rentra chez elle retrouver Sarah et David, dîna avec eux en riant de sa journée. Elle allait bientôt se marier. David l'accompagnerait à l'hôtel. Elle avait une belle vie, une vraie famille, un héritage bâti sur la présence et l'amour au quotidien. Certaines erreurs ne peuvent jamais être effacées. Certaines relations ne peuvent jamais être réparées. Mais l'amour, le vrai, est là quoi qu'il arrive. Et c'est cela qui compte. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt.